Bienvenue, vous êtes sur AIS Radio dans l'émission Sankofa, voilà, émission Francofa, qui est une émission qui va nous permettre de revisiter notre patrimoine ancestral à la lueur des nouvelles découvertes scientifiques pour mieux saisir les legs de l'Afrique noire à la civilisation universelle. Alors, cette émission est présentée par l'Institut d'Histoire à Nijar et animée par Jean-Philippe Omotunde, dit Kalala Omotunde plus précisément, et nous allons parler de mathématiques africaines. Alors, nous allons parler de mathématiques africaines tout simplement parce que, voyez-vous, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons, voilà, Nijar organise ce samedi, donc le samedi 16 avril 2006, de 9h à 17h30, donc toute la journée, à partir de 9h du matin, un symposium sur les mathématiques africaines. Et je peux vous dire que vraiment, nous aurions fait un micro-trottoir, la chose aurait été extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous alliez dans une bibliothèque, dans un collège, un lycée, dans une université, je dirais un lieu d'échange et de partage, que vous alliez là où les gens déjeunent, là où les gens discutent, et que vous dites voilà, les mathématiques africaines, ça vous dit quoi? Tout le monde vous prend pour un extraterrestre. C'est au-delà du réel. C'est au-delà du réel. Et c'est pour ça que je pense que c'est important, voyez-vous, de pouvoir aborder ce genre de thème parce que nous avons figé notre culture dans une dimension plutôt ludique et nous avons complètement oublié que notre culture africaine est avant tout scientifique. C'est une culture de l'observation et on oublie qu'il y a une chose quand même qui nous le montre, c'est que le terme qui a été utilisé pour décrire un peu dans cette culture philosophico-spirituelle, c'était le terme animiste. Alors même si le terme animiste, c'est un terme qui est totalement vide de sens et qui n'explique pas la réalité, puisque prenons par exemple le shintoïsme, qui est la religion nationale au Japon, c'est vraiment de l'animisme pur, vous voyez, mais vous n'avez jamais entendu qu'on invite les Japonais, hein, les prêtres japonais dans un débat spirituel concernant l'animisme. Hein. Donc la chose qui est importante, c'est que il y a ce qu'on appelle la science de l'observation. Et la science de l'observation, c'est quoi? C'est-à-dire que l'homme est né en Afrique, voyez-vous, avec toutes ses capacités intellectuelles, nous allons le voir notamment. Et la chose qui est extraordinaire, c'est qu'il a pris le temps d'observer la nature, d'observer l'univers, le monde dans lequel il vivait. Et très rapidement, il s'est aperçu qu'il y avait la nuit, il y avait le jour, il y avait les saisons. Vous voyez, donc il y avait des rythmes dans la vie de la nature et aussi des phénomènes astraux tels que l'apparition de la lune, son déplacement dans le ciel, l'apparition du soleil le matin, son déplacement dans le ciel, l'inclinaison de la terre. Enfin, il a fini par comprendre que tout ça, c'était la manifestation du mouvement, la manifestation de la vie. Une vie qui le dépassait, certes, mais qui avait véritablement une dimension à la fois matérielle et immatérielle. Et donc, à partir de là, il a fallu tout simplement mettre en place des unités de mesure. Et c'est pour cela que tout le monde admet que l'Afrique est le berceau de la métrologie. La métrologie, c'est la science des unités de mesure. La première fois qu'on a parlé d'un calendrier de 365 jours, avec 12 mois dans l'année, vous voyez, 12 mois dans l'année, calendrier de 365 jours, eh ben c'est en Afrique. Et les Romains ont tout simplement, hein, à l'époque de Jules César, eh ben plagié le calendrier africain. On aura l'occasion d'en parler puisque j'ai quand même des interviews de grands professeurs qui expliquent dans quel cadre et comment les Romains, donc c'est vraiment lors de leur arrivée en Afrique, donc en Égypte ancienne, qu'ils ont découvert véritablement la précision de la mesure du temps et ils ont copié ce calendrier. Vous voyez, avec aussi, faut pas l'oublier, toutes les fêtes, les grandes fêtes telles que la Noël, vous voyez, les fêtes de fin d'année. Comment voulez-vous faire les fêtes de fin d'année lorsque vous n'avez pas de calendrier? Donc vous comprenez que si l'Afrique a inventé le calendrier, l'Afrique a inventé la notion aussi de fête de fin d'année. Et le nouvel an, la bonne année, tout ça, hein, Oupchen, Renepet, Reneferet, c'est comme ça qu'on se souhaitait la bonne année à l'époque. Voyez-vous? Donc, la chose qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est le fait que nous soyons finalement persuadés que le monde noir n'a pas produit, je dirais, d'éléments mathématiques. Que le monde noir est véritablement hors de l'histoire des mathématiques. Alors après, vous savez, ça c'est les grands débats que nous avons à l'UNESCO, c'est qui a marginalisé le monde noir de l'histoire intellectuelle de l'humanité. Parce que il est quand même aisé de constater
que lorsqu'on aborde l'histoire de l'humanité, le monde noir n'y est pas du tout. C'est-à-dire que l'histoire intellectuelle de l'humanité commence avec les autres. Alors l'homme est né en Afrique, mais c'est un peu comme s'il était né sans cerveau. Et c'est lorsqu'il a quitté le continent africain qu'on ne sait pas comment un cerveau a commencé à germer dans sa boîte crânienne et que là il a commencé à dire 2 et 2 font 4, 4 et 4 font 8. Mais tout autant qu'il était sur le continent africain, il y avait rien, c'est-à-dire que l'espace était vide. Bon, vous comprenez bien que tout ça c'est totalement arbitraire, c'est les restes de l'histoire, cette histoire particulière qui est celle de l'esclavage, de la colonisation où on a transformé en bien meuble des individus, transformé en bien meuble une partie de l'humanité, et cette histoire qui appartenait à cette dimension africaine de l'humanité a été tout simplement recyclée dans d'autres univers civilisationnels, et pour le reste, tout cela a été passé sous silence. Alors le résultat, c'est que nous avons une vision relativement négative, réductrice de notre patrimoine ancestral, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous sommes capables de passer 100 ans à ruminer les mêmes idées, à parler des mêmes choses et à voir les choses de la même façon. Seulement, la science évolue. Beaucoup de fouilles archéologiques ont été réalisées depuis. Beaucoup de colloques scientifiques ont été tenus. Moi, j'ai eu l'opportunité vraiment de participer à un bon nombre de colloques à travers le monde, d'intervenir. Par exemple, au FESMAN, je faisais partie de la commission scientifique. Donc j'ai fait un certain nombre d'interventions pour parler donc des fouilles archéologiques et des découvertes qui ont été faites. Il n'y a pas très longtemps, un organisme affilié à l'UNESCO, qui est le CERDOTOULA, m'a invité au Cameroun pour une quinzaine de jours, où il s'agissait de parler de l'Afrique et de la modernité. Vous voyez, donc en fait, on s'aperçoit que les matériaux scientifiques que nous avons aujourd'hui ne corroborent plus le point de vue que la majorité des Guadeloupéens se fait de l'Afrique et du monde noir. C'est-à-dire que la thèse que nous avons à l'esprit, elle est obsolète. Elle est complètement nulle et non avenue. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est complètement nulle et non avenue. Et c'est pour ça que cette émission Sankofa, alors il faut savoir que Sankofa, c'est un terme particulier. C'est un des termes les plus importants pour nous de la diaspora. Donc c'est de la tradition donc des Ashanti, des Akans, vous voyez, où on a ce qu'on appelle les Adinkra. Les Adinkra qui sont des symboles. Et la symbolique, vous voyez, comme les logos aujourd'hui, la symbolique a une signification importante. Alors, l'histoire de ce terme, vous voyez, Sankofa, donc cet oiseau qui tourne la tête, vous voyez, et qui baisse le bec, signifie le fait d'aller puiser dans son passé les matériaux psychologiques nécessaires pour bâtir son avenir. Et je pense que cette vision, elle est importante pour nous aujourd'hui. Vous savez, quand il a fallu faire les fouilles aux États-Unis pour bâtir la bourse de New York, on s'est aperçu que le terrain était en fait un cimetière d'esclaves à la base. Et en menant des fouilles, voilà que on a découvert que ces esclaves africains s'étaient fait enterrer avec le symbole Sankofa. Et donc, ça n'a pas empêché que l'édifice soit construit. Mais néanmoins, ça nous a amené, vous voyez, au niveau de l'UNESCO, finalement, à prendre ce symbole, qui est le symbole du Sankofa, ce Sankofa de l'Adinkra, pour décrire un peu cette démarche globale du monde noir aujourd'hui, qui consiste non pas à écouter l'autre nous raconter notre histoire, parce que vous savez, la géopolitique est telle qu'elle est, et elle ne permet pas, vous voyez, d'avoir un récit véridique, un récit honnête. Un récit qui tient compte de tous les matériaux. Tous les récits aujourd'hui sont biaisés à cause de l'idéologie et à cause aussi, faut pas l'oublier, de la géopolitique. Vous vous rappelez que il n'y a pas si longtemps, lorsque l'Europe parlait de la Chine, c'était dans des termes relativement négatifs, dépréciatifs. C'était l'individu, le Chinois, qui se déplace avec son appareil photo et qui n'arrête pas de faire des photos. Et on le voyait dans les publicités, on le voyait partout, on se moquait de ce Chinois qui venait avec son appareil photo et n'arrêtait pas de faire des photos. Et la chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez que dans un film américain, par exemple, on construit un robot hyper perfectionné,
la dernière version, c'est-à-dire la version la plus moderne, la plus sophistiquée de ce robot, eh ben, sera finalisée dans une usine chinoise. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le film qu'on met en avant la technologie asiatique à travers justement la construction soit de cette voiture, soit de ce robot, soit on se rappelle, alors il y a quand même un certain nombre de films, même les Marvel Comics, hein, ont abordé justement, je dirais, ces exemples, hein, où on voit bien que ce qui représente la technologie la plus avancée sort des usines asiatiques. Vous voyez, donc tout ça pour dire que cette géopolitique qui était, je dirais, assez dépréciative pour les Chinois il n'y a pas si longtemps, eh ben, fait qu'aujourd'hui, vu que la Chine est devenue une puissance mondiale, eh ben, on ne peut plus parler de la Chine dans les mêmes termes qu'on utilisait il y a à peine une vingtaine d'années. C'est cela aussi la relation avec le monde noir. Le problème du monde noir aujourd'hui, et que nous allons très facilement résoudre, c'est que nous devons avoir une perception extrêmement positive de nous-mêmes. Moi, je suis toujours ahuri quand je vois tous ces artistes maîtriser l'art de la chanson, maîtriser l'art d'un instrument quelconque, et nous chanter la douleur, nous chanter la douleur, nous chanter la douleur. Je dirais, on n'a aucune exclusivité relationnelle avec la douleur. Vous voyez, il faut sentir des choses positives, hein. Il faut émettre des vibrations positives dans l'univers. C'est vraiment très important. On aura l'occasion, en tout cas, d'en revenir. Alors, c'est vrai, j'avoue, que toutes ces discussions que j'ai eues lorsqu'on abordait la thématique de ce symposium que nous organisons ce samedi, le samedi 16 avril, donc à Gourbert. Gourbert, donc c'est la marina de Rivière-Sens, et c'est au centre de vacances du CGOSH, vous voyez, donc face à la marina, et c'est dans la grande salle polyvalente. Donc, chose particulière, c'est que tout le monde est dubitatif. Tout le monde me dit, mais attendez, monsieur Motunde, des mathématiques africaines, mais vous parlez de quoi? Vous avez vu ça où? Des mathématiques africaines. La chose, c'est que le paradoxe, et nous allons prendre le temps de voir tout cela dans le cadre de cette émission, tous les savants du monde ont attesté que l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Alors nous allons comprendre justement ce basculement de paradigme, comment il a été opéré, pourquoi il a été opéré, c'est important, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, personne ne discute de ce fait. C'est un fait scientifique, soudé, démontré, admis. L'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Cette information a fait la une de pratiquement tous les journaux à travers le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'en Belgique, il y a une statue de 7 mètres de haut de la plus ancienne tablette mathématique au monde trouvée en Afrique, très exactement en République démocratique du Congo, qui atteste de l'invention des 4 opérations, c'est-à-dire l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Ces 4 opérations ont été inventées sur le continent africain, en République démocratique du Congo actuelle, vous voyez, face à l'Ouganda. Mais ce qui est important, c'est la date. Moins 25 000 ans. Donc 25 000 ans de l'ère ancienne africaine. C'est ça qui est important. Et toujours sur cet objet, vous avez les nombres premiers classés dans le bon ordre. Alors que vous savez que les nombres premiers, véritablement, c'est un territoire mathématique particulier qui a mobilisé des intelligences à travers le monde. Et pourtant, les chercheurs ont constaté que sur cet artefact trouvé en Afrique, on a les nombres premiers classés dans le bon ordre entre 10 et 20. Donc ce qui montre véritablement la précocité de la gestation intellectuelle sur le continent africain. Autre chose qui tout simplement nous interroge, et vous verrez que le professeur Kosivi Adjamabo va en parler tout à l'heure, c'est que les mathématiques sont nées avant l'écriture. Il faut comprendre la chose, les mathématiques sont nées avant l'écriture. Alors c'est vrai que le paradigme ancien disait que les mathématiques apparaissent en moins 80 000, donc à Blombos, en Afrique du Sud, et l'écriture remonte à peu près aux alentours du 4e, 3e millénaire. Mais, depuis 2010, il y a une chose qui n'est pas dite, mais que les spécialistes savent. C'est que le CNRS a fait des fouilles en Afrique du Sud et on a trouvé une écriture qui date de moins 60 000 ans. Et que tous les spécialistes aujourd'hui savent que l'écriture ne remonte pas à moins 3000, mais l'écriture remonte à moins 60 000 ans en Afrique du Sud.
et ça a été confirmé, c'est publié dans un numéro du CNRS faisant état des résultats des fouilles menées conjointement entre une équipe française et une équipe sud-africaine. Voyez? Donc tout cela montre bien que en réalité, nous avons ici des matériaux probants, des matériaux extraordinaires pour montrer que les mathématiques que tout le monde perçoit comme la mère de toutes les sciences, eh ben, ces mathématiques sont nées en Afrique. Alors, vous savez, les histoires qui oxydent encore certains cerveaux, des histoires de race supérieure, race inférieure, de nèg pas fait haïen ou pas poté haïen qui m'éteint, toutes ces choses-là, vous allez aux toilettes, vous mettez ça dans les toilettes et vous tirez la chasse. Vous tirez la chasse dans votre cerveau. Vous voyez, vraiment, je vous demande de tirer la chasse dans votre cerveau parce que tout ça est fondamentalement faux aujourd'hui, compte tenu de tous les matériaux que nous avons. Alors, pour véritablement comprendre ce qui s'est passé, je dirais que l'envie m'a pris tout simplement de commencer avec cette citation du professeur Théophile Obenga. Vous voyez, c'est une citation qu'il a faite dans un ouvrage, La géométrie égyptienne, et ce qu'il dit est important. Il dit ceci, le professeur Obenga: aucun peuple du monde qui vit aujourd'hui n'ignore ou feint d'ignorer son passé, son histoire. Tout peuple du monde qui vit aujourd'hui vit avec sa mémoire culturelle. Il est nécessaire et utile de connaître son histoire, l'évolution culturelle de son peuple, dans le temps et dans l'espace, pour mieux saisir et comprendre le progrès incessant de l'humanité et y contribuer aussi en toute lucidité et responsabilité. Voilà, je dirais cette citation du professeur Obenga que il nous a adressé. Il a adressé, je dirais, à tout le monde dans le cadre donc de cet ouvrage, La géométrie égyptienne, qui est un ouvrage extraordinaire sur l'apport de l'Afrique aux mathématiques modernes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, la recherche et l'univers scientifique, c'est quand même un univers très agité. Nous sommes, je dirais, dans le milieu de la recherche, constamment en grande agitation. Voilà, il faut le dire clairement, c'est constamment de la grande agitation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, je dirais, comment les matériaux émanant des fouilles archéologiques ont été utilisés à un moment pour servir quand même les intérêts de l'idéologie. Vous savez, il y avait avant une grande discussion pour connaître quel était le berceau de l'humanité. Mais ce qui est extraordinaire, et ce que personne ne dit, je constate dans les écrits, je constate dans les magazines, je constate dans les documentaires, que tout le monde dit que l'homme a cherché d'où il venait, mais il y a une chose que tout le monde oublie de dire, l'homme a toujours su d'où il venait. L'homme a toujours su, c'est-à-dire que dès que les civilisations ont commencé à écrire et ont commencé à chercher mais d'où venait l'homme, tout le monde a conclu que l'homme venait d'Afrique, dans une région qu'on appelait l'Éthiopie. Vous pouvez chercher en long, large et en travers, tout le monde le savait. Et cette Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui parce qu'il y a eu un déplacement géographique, c'est l'Éthiopie qui était perçue comme la région des Grands Lacs. Vous voyez, la région des Grands Lacs et toute la région du Soudan, c'est cette région que les anciens dénommaient Éthiopie. Vous voyez, donc ça c'est important de le comprendre. Mais nous allons prendre une page de pub et nous allons revenir tout simplement sur... Voilà, vous êtes sur AIS Radio, sur l'émission Sankofa. Sankofa, émission dont la vocation est de nous permettre tout simplement de revisiter notre patrimoine historique, notre patrimoine culturel à la lumière de la science. Voilà, vous êtes avec Kalala Omotunde et nous étions justement en train d'aborder cette problématique du récit des anciens. Et si vous prenez par exemple le récit de Diodore de Sicile, qui est un intellectuel grec, Diodore de Sicile est formel. Il dit que, voilà, les contemporains de son époque, on en conclut que les hommes étaient venus d'Afrique. D'accord? Et que les hommes étaient venus de cette région. Vous savez, avant, c'était même carrément tout le document, tout le continent africain, qu'on dénommait continent éthiopien, vous voyez. Mais toujours est-il que les anciens
voyez, avait dénommé cette région Tanetcher. Tanetcher qui veut dire la terre sainte, la terre où l'homme est né. Voyez, donc les anciens, c'est le terme qu'ils avaient utilisé parce qu'il faut savoir que tous les termes éthiopiens ne sont pas des termes africains, ce sont des termes grecs. Voyez, donc c'est important de pouvoir avoir le terme autochtone. Bon, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un phénomène extraordinaire. Tout d'abord, en 1967, voyez, le professeur Leakey fait des fouilles en Afrique et il découvre deux crânes, le crâne Homo 1 et le crâne Homo 2. Ce crâne, donc ces crânes vont être datés tout d'abord aux alentours de moins 130 000 ans. Mais en 2005, le professeur Ian McDougall va tout simplement refaire la datation en utilisant la méthode isotopique à l'argon. Et la nouvelle date, donc sur laquelle tout le monde va s'entendre, c'est celle de 195 000 ans avec plus ou moins 5 000 ans. Donc, aujourd'hui, nous savons que l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme comme vous et moi, comme tous les hommes que nous avons aujourd'hui à travers la planète, eh bien, cet homme est né en Afrique il y a plus de 200 000 ans. Alors, on a trouvé des génomes, vous voyez, d'hommes africains qui en sont encore plus anciens. On parle même de moins 300 000 ans pour certains génomes, et ce sont déjà des génomes aussi d'hommes modernes. Donc, vous voyez que tout cela nous ramène très loin. Bon. Et la chose qui s'est passée, voyez-vous, c'est que maintenant qu'on avait la preuve que l'homme moderne était né en Afrique, il y avait un deuxième problème à résoudre. Parce que, voyez-vous, si nous prenons par exemple Jean-Jacques Hublin, qui est au laboratoire d'anthropologie de l'université de Bordeaux, il disait, mais attendez, le contraste entre l'Afrique et les régions périphériques confirme l'avance évolutive de l'Afrique. Ok, on est d'accord, en fait, l'homme moderne est né en Afrique. Bon, mais il faut s'entendre, dit justement le professeur Hublin, il faut s'entendre sur le terme homme moderne. Est-ce qu'il s'agit d'anatomie ou est-ce qu'il s'agit de capacité intellectuelle? Donc vous voyez que tout de suite, l'idéologie reprend, je dirais, repart sur les sentiers de la guerre, c'est de dire, ok, bon, d'accord, bon, maintenant on a un faisceau de preuves qui montre que l'homme est né en Afrique, donc l'homme moderne, ok, donc tous les hommes de la planète sont originaires donc d'Afrique, du continent africain. C'est un groupe d'hommes modernes qui a quitté le continent africain. J'insiste bien sur moderne. C'est pas des hommes mi-homme, mi-singe, hein, puisque tout ça, je dirais, on entretient encore un voile sur la vérité dans certains documentaires. Non, ce sont des hommes modernes. Des hommes modernes comme vous et moi, qui sont partis du continent africain habillés, hein, habillés. La science a démontré qu'ils étaient habillés pour aller peupler le reste du monde. Et c'est en s'adaptant, vous voyez, c'est de l'anthropologie, en s'adaptant à différentes régions que finalement, l'homme a connu des variations qui ne sont que des variations externes, alors que tout le reste, l'ADN, les groupes sanguins, tout démontre que l'homme a une origine monogénétique. Mais voilà que le grand débat, c'était de dire que l'intelligence humaine était née en Europe. Alors, qu'est-ce que les chercheurs prenaient à témoin? Les grottes de Lascaux et de Chauvet, en disant que regardez ces réalisations, dont ces fresques murales, qui sont, il faut quand même le dire, extraordinaires, regardez ces fresques murales, pour réaliser de telles fresques, vous voyez, il faut avoir connu ce qu'on appelle la révolution cognitive. C'est-à-dire qu'il faut être arrivé à une perception intellectuelle supérieure. Or, comme c'est en Europe qu'on trouve ce genre d'artefacts, on est obligé d'admettre que l'homme a eu sa révolution intellectuelle lorsqu'il est parvenu en Europe et pas avant. Voilà où on était, je dirais, le dossier de la science à ce moment-là. Alors moi, ce que je vous propose déjà, c'est d'écouter le professeur Richard Leakey. Le professeur Richard Leakey, qui est cet homme qui est venu d'Angleterre pour faire des fouilles, pour connaître maintenant, donc à son époque définitivement, d'où venait l'être humain, d'où venait l'humanité. Et on va écouter justement l'interview qu'il a donnée aux médias. En 1967, une preuve archéologique a été découverte en Éthiopie par Richard Leakey, fils de deux archéologues légendaires, Marie et Louis Leakey. Il était venu enquêter sur les origines de l'humanité. La perspective que nous avons sur notre préhistoire est valable. Mais le plus important, c'est que nous pouvons aussi étudier notre passé et comprendre pourquoi notre espèce s'est développée alors que d'autres ont échoué. Avec une équipe de scientifiques, Richard Leakey a exploré une zone reculée de la vallée du fleuve Homo.
Les chercheurs ont eu du mal à l'atteindre. Puis l'un des scientifiques a repéré des fragments d'eau dans le sable. Une fois assemblés, ils ont reconstitué un crâne humain. En 2005, de nouvelles techniques de datation ont révélé qu'il avait environ 195 000 ans. C'est le plus ancien représentant connu de notre espèce, l'Homo sapiens. Ici, nous avons le crâne d'un Homo sapiens moderne, un homme de Herto. Et ici, un homme de Kabwe. Si on les pose côte à côte, les différences sautent aux yeux. Et l'homme de Kabwe a des caractéristiques primitives, contrairement à l'Homo sapiens moderne. Il a un front effacé typique des hominidés. En revanche, l'Homo sapiens moderne, c'est-à-dire nous, a un front bombé. Et la face de l'homme de Kabwe est bien plus projetée vers l'avant. L'arcade sourcilière est très marquée, ce qu'on ne voit pas chez l'Homo sapiens. La reconstruction faciale de l'Homo heidelbergensis est proche des hommes modernes, à l'exception d'une partie inférieure plus allongée et de l'arcade sourcilière proéminente. Pourtant, ces hominidés se sont éteints alors que notre espèce a prospéré et conquis la planète. Le site archéologique est à 5000 km de la vallée de l'Homo, en Afrique du Sud. Les fouilles entreprises à Pinnacle Point, près du Cap, ont radicalement changé notre compréhension de nos ancêtres. Cette grotte est exceptionnelle. Il y a 165 000 ans, elle était habitée par des gens qui nous ressemblaient. C'est l'un des plus anciens sites de peuplement connus. Quand j'ai exploré cette grotte, j'ai constaté qu'elle était très bien située. L'endroit est idéal pour travailler et il est protégé des intempéries. Même s'il y a un orage à l'extérieur, vous êtes au chaud et au sec. On est aussi à l'abri du vent. Il y fait bon vivre. Les traces laissées par les habitants suggèrent qu'ils possédaient déjà ce que nous considérons comme des qualités typiquement humaines. Un autre vestige de l'époque rend ces Homo sapiens encore plus proches de nous. C'est un morceau d'ocre gravé de motifs. Ce pigment naturel devait servir à décorer les parois des grottes ou les corps. Ces gens avaient donc un mode de communication sophistiqué et peut-être même un langage. À l'époque, la technique était assez développée et complexe à utiliser pour qu'on doive l'enseigner. Il ne suffisait pas de montrer comment s'y prendre. Il fallait des mots pour l'expliquer. Nous avons la preuve d'une transmission du savoir d'une génération à une autre. AIS Radio 105.8 et 106.5 FM. Enfin, la radio.
sur AIS Radio dans l'émission Sankofa, émission Sankofa animée par Kalala Omotunde, et nous parlons des mathématiques africaines. Voyez-vous, nous parlons des mathématiques africaines. Alors, nous parlons des mathématiques africaines tout simplement parce que nous organisons ce samedi, je le rappelle, nous organisons ce samedi un symposium sur les mathématiques africaines. Alors, ce symposium est ouvert à tous. Les enseignants, les bibliothécaires, les mathématiciens et les informaticiens aussi. Voyez-vous, tout le grand public, les encadrants pédagogiques, les animateurs de quartier, vous êtes tous invités à venir donc de 9h à 17h30 ce samedi 16 avril au grand symposium sur les mathématiques africaines qui va se dérouler à Gourbert. À Gourbert, très précisément, au centre de vacances du CGOSH. Ce centre de vacances se trouve à la marina de Rivière-Sens. Vous voyez, la belle marina, quand on arrive à la marina, on peut pas rater le bâtiment du CGOSH, tellement il est beau, tellement il est grand. Alors, chose particulière, voyez-vous, nous étions en train d'aborder la problématique qui tient au fait que, à peine avait-on trouvé scientifiquement l'origine africaine de l'humanité, que les chercheurs avaient soulevé un débat sur l'origine, en fait, des capacités intellectuelles de l'homme. Et voilà, par exemple, si nous prenons un article publié par le journal Le Monde, voyez, en 2002, le journal Le Monde disait « L'homme moderne, Homo sapiens, apparu en Afrique il y a 120 000 ans ». Donc, vous voyez, c'était avant la nouvelle datation faite par le professeur McDougall. N'a-t-il pas donné la mesure de son intelligence qu'après être arrivé en Europe via l'Asie, il y a environ 40 000 ans. Donc, voilà le paradigme scientifique dans lequel nous étions. Le paradigme scientifique disait que l'homme, avec ses capacités intellectuelles, était devenu un homme moderne, révolution cognitive des hommes modernes, tout simplement lorsqu'il s'était installé dans le sud de la France, voyez, donc dans les régions de Chauvet, de Blombos, de Lascaux. Et voilà que, en 2002, le professeur Christopher Sherwood va faire une découverte, mais fracassante, en Afrique du Sud, dans la région de Blombos. Il va faire des fouilles et il va trouver des artefacts qui vont littéralement faire exploser le paradigme précédent. C'est-à-dire que là, il va bien falloir admettre que l'intelligence de l'homme moderne est née en Afrique, voyez-vous, donc ça c'est quand même important de le souligner, mais 50 000 ans avant son arrivée en Europe. C'est-à-dire que là, il y a une antériorité de 50 000 ans avant son arrivée en Europe, et toutes les dates qui vont être trouvées par la recherche scientifique en Afrique, toutes les dates vont être énormes. C'est-à-dire que on constate que systématiquement, dans tous les domaines de technologie, de science, l'Afrique a plusieurs milliers d'années d'avance. Alors, vous comprenez que, à partir de là, l'idéologie en a pris un coup. L'idéologie en a pris un coup, et ça a ramené un petit peu tout le monde aussi à un peu plus de sérieux et un peu plus d'humilité. Alors, la chose qui est particulière, c'est que, premièrement, le professeur Christopher Sherwood a trouvé des bracelets, des coquillages, donc qui ont montré qu'en fait, nous avions déjà une prise en considération véritablement de l'homme, puisqu'il fabrique des objets pour sa beauté. Donc ça, c'est important, mais c'est surtout une pierre en ocre, vous voyez, comportant des tracés sous la forme de triangles réguliers. C'est cela qui va être l'élément, je dirais, un des éléments les plus marquants, parce que nous verrons avec Vincent Moore tout à l'heure, ce qui a fait véritablement la puissance de Blombos. En plus de cette pierre gravée en ocre, il y a aussi le problème de la technique de la pierre chauffée, voyez-vous, et cette technique de la pierre chauffée qui apparaît plusieurs milliers d'années en Afrique avant l'Europe. Chose particulière, c'est que nous sommes en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas au Maroc ou en Tunisie. Nous sommes en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on trouve des artefacts qui révolutionnent catégoriquement l'historiographie scientifique. Vous voyez? Donc ça, c'est important de le souligner. Mais je tiens quand même à relever, voyez-vous, l'attitude de monsieur Luc Allemand. Parce que c'est important de voir que ce monsieur, vous voyez, qui est le directeur de la rédaction du journal La Recherche, a tenu quand même à dire un certain nombre de choses, vous voyez. Et il dit que, avec toutes ces nouvelles preuves africaines, voyez-vous, parce que les pierres et les colliers et les coquillages ont bien été portés, il faut mettre un terme aux thèses qui soutenaient que les hommes modernes africains n'avaient pas de capacité intellectuelle aussi développée.
et admettre que la thèse européenne ne reposait que sur un artifice lié au surdéveloppement de la recherche préhistorique dans cette région du monde par rapport aux autres continents. Donc c'est-à-dire que M. Allemand dit tout simplement que tout ce qui avait été dit avant 2002, c'était en fait sur une base de réflexion purement, je dirais, de l'ordre du jugement esthétique et de l'artificiel, parce qu'on avait développé des fouilles archéologiques que dans certaines régions du monde, et quand on a commencé à étendre les zones de fouilles, on s'est bien rendu compte qu'il y avait d'autres matériaux qui contredisaient toutes les thèses qui avaient été émises jusqu'à présent. Alors, la chose qui est particulière véritablement pour vous emmener à saisir l'importance que revêt Blombos, avant de rentrer dans la dimension des mathématiques elles-mêmes, je voudrais qu'on ait l'occasion d'écouter Vincent Moore. Vincent Moore qui est préhistorien à l'INRAP et qui a été interviewé justement à propos de Blombos. Nous allons écouter Vincent Moore qui nous parle justement des recherches et des matériaux trouvés à Blombos. À Blombos, en Afrique du Sud, des archéologues viennent de découvrir que la retouche par pression, une technique de taille que l'on croyait apparue en Europe 20 000 ans avant notre ère, était en fait déjà maîtrisée par Homo sapiens 50 000 ans plus tôt, à l'extrême sud de l'Afrique. Une découverte dont l'importance a donné lieu à une publication dans la revue Science. Entretien avec l'un de ses auteurs, Vincent Moore, préhistorien à l'INRAP. Vincent Moore, vous venez de copublier un article dans la revue internationale Science. L'objet, le thème de votre recherche, la préhistoire et l'Afrique ? Oui, enfin un peu plus modestement, donc j'ai participé à l'étude expérimentale de l'industrie éthique du site de Blombos qui se trouve en Afrique du Sud. Ce programme est bien sûr un programme sud-africain. En fait, c'est une collaboration entre Christopher Enchelwood, donc qui est le responsable de la fouille de Blombos, Paula Villa, qui est un chercheur américain indépendant et qui est rattaché à un laboratoire français de l'Université de Bordeaux, et donc moi-même qui suis rattaché à un laboratoire de l'Université de Toulouse ainsi qu'à l'INRAP. Et pourquoi êtes-vous intervenu sur ce site sud-africain ? Donc en fait j'ai été sollicité par Paola Villa, qui est un des co-auteurs, et qui avait besoin pour mener à bien cette étude de quelqu'un capable de tailler la pierre comme le faisaient les hommes du Paléolithique. Blombos n'est pas n'importe quel site, donc vous le disiez, Afrique du Sud, en bord de mer, un abri sous roche, avec des découvertes absolument capitales. C'est vrai que c'est un site qui a défrayé la chronique à plusieurs occasions, puisqu'il a livré des industries en matière osseuse qui sont très anciennes. Il a livré également des blocs d'ocre gravés, incisés avec des motifs géométriques qui datent d'environ 75 000 ans avant le présent. Il a livré aussi des indices très anciens de parures. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte que s'inscrit l'étude que nous avons réalisée. Donc votre recherche concerne le Paléolithique, ce que l'on appelle le Middle Stone Age. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent du Paléolithique moyen qu'on connaît en Europe. Et là, les niveaux sur lesquels porte l'étude datent d'environ 75 000 ans. C'est des industries qui sont rapportées à un faciès qu'on appelle le style B, et qui est caractérisé par la présence de petites pointes foliacées bifaciales. Donc il s'agit d'outils façonnés, sculptés progressivement sur l'ordre de face, et qui étaient destinés à être emmanchés et utilisés comme arme de chasse. Alors comment l'homme préhistorique procédait-il pour obtenir ce genre de pièces ? En fait, donc les tailleurs sont partis de petits éclats, de petits fragments de roche qu'on appelle le silcrète. Ils les ont taillés progressivement, ils les ont sculptés jusqu'à obtenir des préformes en utilisant dans un premier temps un percuteur en pierre. Et puis ensuite, ils ont affiné encore ces ébauches en utilisant un percuteur en matière plus tendre, en l'occurrence du bois. Et tout à la fin de ce processus de façonnage, en fait, ils ont détaché de tout petits enlèvements au niveau de la pointe des objets, non plus en percutant, mais en compressant, en appuyant très fortement un outil en os jusqu'au détachement d'un éclat, qui permet d'obtenir des pointes avec des bords beaucoup plus rectilignes et plus aigus. Cette technique de la retouche par pression nécessite une autre technologie ? Oui, en fait, ça c'est le résultat d'une étude conduite par des collègues américains et sud-africains qui a été publiée également dans Science l'année dernière
ils ont réussi à démontrer en fait que le silkrete avait été chauffé, c'est-à-dire qu'il avait été transformé par une utilisation contrôlée de la chaleur de façon à améliorer son aptitude à la taille. En fait, on va pouvoir se livrer à un travail beaucoup plus fin et beaucoup mieux contrôlé sur cette pièce foliacée bifaciale. On connaissait déjà cette retouche par pression dans l'Europe occidentale. C'est une technique qui était attestée jusqu'à présent à partir de 20 000 ans avant le présent en Europe, en Eurasie et en particulier en Europe dans un faciès du Paléolithique supérieur qui s'appelle le Solutréen. Ce qui défraie la chronique ici, évidemment, c'est que les industries de Blombos qui témoignent de l'utilisation de cette technique datent de 75 000 ans, donc on fait reculer la première documentation de cette technique de plus de 50 000 ans. Donc on serait sur un foyer africain ? C'est-à-dire que cette étude, elle nous laisse un petit peu désemparés au niveau de l'interprétation et de toutes les conséquences que ça peut avoir, puisqu'elle implique dans une certaine mesure de revoir avec un œil nouveau toutes les industries paléolithiques d'Afrique du Sud et même d'Afrique de l'Est pour en saisir toutes les conséquences. Est-ce que l'apparition de la technique de retouche par pression est sud-africaine? Est-ce qu'elle a perduré? Est-ce qu'elle continue jusqu'au Paléolithique supérieur eurasiatique? Ou bien au contraire, est-ce qu'elle a été abandonnée puis réinventée ailleurs? Dans la recherche entre préhistoire et cognition, ne peut-on pas penser que l'industrie lithique est un des meilleurs moyens de s'apercevoir de l'intelligence de l'homme préhistorique? Oui, c'est évident. Peut-être ça fera bondir certains collègues paléoanthropologues, mais un crâne, ça n'est jamais qu'une boîte vide. Et en fait, la seule façon d'approcher, d'appréhender la façon de penser et la façon d'élaborer des concepts des hommes préhistoriques, c'est finalement d'étudier leur production matérielle et de mettre en évidence. Voilà, vous êtes sur AIS Radio dans l'émission Sankofa, animée par Omotunde, et nous parlons de l'Afrique en tant que berceau des sciences mathématiques. Alors, cette Afrique berceau des sciences mathématiques invente en moins 80 000 la géométrie. La géométrie, et ce qui nous en donne la preuve, c'est la pierre gravée de Blombos qui possède donc un système de triangulation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'important? La première chose, c'est qu'on constate que cette modernité de la préhistoire rejoint notre modernité d'aujourd'hui. Parce que il ne faut pas oublier que cette triangulation que nous voyons sur la pierre de Blombos est utilisée aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du GPS, parce que vous savez que le système du GPS fonctionne par triangulation. Mais chose particulière, et c'est surtout aussi le professeur Pascal Kovia-Djamabo, donc qui enseigne à Paris à l'école centrale de mathématiques, donc les mathématiques, qui insiste sur le fait que, attention, il y a 3 systèmes de pavage. Vous savez, il y a le pavage carré, donc c'est-à-dire qu'on va dans un espace harmoniser des carrés. Bon, c'est un système de réflexion trop basique, trop simple. On a aussi le système de pavage dit hexagonal, mais vous savez, bon, la ruche d'une abeille, quand vous voyez la ruche d'une abeille, vous voyez bien que le pavage est hexagonal, donc l'homme peut pas dire, voilà, j'ai inventé quelque chose, alors que la nature le fait déjà naturellement. Vous voyez, donc, restait en fait le pavage triangulaire. Le pavage triangulaire qui est le plus complexe de tous les pavages, et pourtant qui est le pavage le plus important aujourd'hui dans une liste d'univers scientifiques, mais infini. Vous savez que par exemple, pour tout simplement quand vous avez une surface plane, vous voyez, pour la modéliser, eh bien pour modéliser une surface plane, on va utiliser le système de triangulation, vous voyez, qui va permettre non seulement même d'obtenir des images 3D. C'est un système de modulation qu'on va retrouver, vous voyez, de modélisation qu'on va retrouver par exemple pour prédire des événements météo, pour faire des maquettes d'avions, pour voir un peu le déplacement de certains éléments tels que le vent autour d'une structure. Donc tout cela montre bien que cette modernité de la préhistoire rejoint notre modernité d'aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que il y a une chose sur laquelle le professeur a raison. Il a raison quand il dit que les scientifiques ne rentrent pas véritablement dans la substance scientifique.
de cette roche gravée de Blombos, parce que tout le monde voit bien que, par exemple, dans la notion des tout ce qui touche aux théories finies, vous voyez, quand on aborde certains éléments technologiques, on voit bien que c'est cette pierre, c'est-à-dire c'est ce tracé qui est utilisé notamment, vous voyez, quand on rentre dans certaines théories mathématiques. Vous voyez, tout ce qui est théorie de pavage, d'irrégulier et d'irrécursif. Donc, il faut voir que nous devons encore, probablement, nous, c'est-à-dire au niveau des scientifiques panafricains, réaliser ce travail. Il faut rentrer dans cette analyse. D'ailleurs, tout simplement, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter le professeur Adjamabo parler justement de cette dimension scientifique du pavage de Blombos. La régularité et ce pavage du nid d'abeilles, bon, disons que même les abeilles ont trouvé ce pavage, hein, et donc ça n'a pas de mérite pour l'homme de revendiquer tel pavage. Alors que le pavage que l'on voit à Ishango, que l'on voit à Blombos, c'est vraiment une trouvaille, hein, et c'est une pure pensée, un pur produit de la pensée mathématique. Et il faut donc tenir compte de cette théorie moderne pour apprécier la valeur mathématique de ce qui est gravé sur ces pierres depuis des millénaires. Et bon, maintenant un mot sur Ishango avant d'arriver à l'Égypte. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur l'incision sur les os d'Ishango. Mais j'ai également l'intention de soumettre au journal Science une analyse mathématique un peu inédite. Et ce qui m'a frappé en tant que mathématicien, c'est les propriétés des nombres premiers qui apparaissent dans une des colonnes des nombres d'Ishango. Donc dans une colonne apparaissent 4 nombres premiers, et les seuls 4 nombres premiers entre 10 et 20, à savoir 11, 13, 17 et 19. Bon, et dans cette liste, donc, on se rend compte qu'il y a 2 couples de nombres premiers qui diffèrent de 2, 11 et 13, et ensuite 17 et 19. Eh bien, de tels nombres, un couple de nombres premiers qui diffèrent de 2, on les appelle dans la littérature mathématique des nombres premiers jumeaux. Et ces nombres premiers jumeaux sont la source d'un des problèmes les plus difficiles en mathématiques, et un problème qui est ouvert depuis au moins 3 siècles, et qui est connu sous le nom de la conjecture des nombres premiers jumeaux. La question est de savoir, est-ce que on peut trouver une infinité de couples de nombres premiers de cette manière? La question se pose parce que on va tous devenir savants là. Oui, voilà. Voilà. La question se pose parce que déjà dans les éléments d'Euclide, le livre éléments d'Euclide, il est clairement énoncé qu'il existe une infinité de nombres premiers. Bon, donc sachant cela, c'est naturel de se poser, est-ce qu'il existe aussi une infinité de nombres premiers qui diffèrent de 2? Et donc on voit que ce qui est inscrit sur les os d'Ishango, eh bien suscite une question qui est une des questions les plus difficiles auxquelles est confrontée la recherche mathématique actuelle. Bon, mais dans cette colonne-là, en fait, il n'y a pas que... On voit qu'il y a 2 couples de nombres premiers. Et ces 2 couples sont tels que la distance entre le plus petit nombre premier et le plus grand est à 8. Et on peut démontrer que c'est la plus petite distance qu'il peut y avoir entre 4 nombres premiers. Et ces nombres premiers sont appelés les quadruplets de nombres premiers. Et donc la même question se pose, est-ce qu'il existe une infinité de quadruplets de nombres premiers? Des jumeaux, des quadruplets. Voilà, des nombres premiers. Là, ça devient compliqué pour moi. Termes technologiques. Voilà, c'est pour dire que sur les os d'Ishango, eh bien, on voit apparaître un problème mathématique qui n'est toujours pas résolu. Mais c'est finalement la nature en fait qui parle en fait à travers ces os. On a l'impression que c'est la nature qui parle, puisque vous employez des termes qui ont un côté en fait assez naturel et quasiment humain. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pour confirmer, je dirais, les propriétés mathématiques remarquables et des nombres premiers qui figurent dans cette... Comment définissez-vous les mathématiques? Ce ne serait pas une rationalité. Voilà. Et il faudrait distinguer l'essence des mathématiques et la nature des mathématiques et l'objet
des mathématiques. Je dirais que l'essence des mathématiques, c'est la recherche de la vérité logique. La recherche aussi de l'harmonie, de la simplicité. Et en fait, l'essence des mathématiques, c'est le principe égyptien de maths. Et les mathématiques apparaissent comme l'incarnation intellectuelle, sur le plan intellectuel, de ce principe universel de la civilisation égyptienne qu'est maths. Je vais vous arrêter quelques instants. En ce qui me concerne personnellement, en vous entendant parler, je pense que la définition des mathématiques, nous pourrons le qualifier comme étant la logique d'une rationalité avant tout humaine et non divine ou naturelle. C'est comme ça que je conçois. Oui. Parce que la plupart du temps, au niveau géométrie ou mathématiques, les énoncés ou les théories qui sont présentées sont assez erronées. Ou encore, ça ne tient pas toujours debout. Oui, c'est pourquoi je précise que c'est la recherche de la vérité logique. De notre vérité logique. Oui, de notre vérité logique. Oui, mais quand je dis que la mathématique, c'est l'expression, sur le plan intellectuel de maths, toute expression ne peut être que, je dirais, une limitation. Et les mathématiques, en tant qu'expression intellectuelle de maths, ne peut pas épuiser maths. Essaie d'exprimer quelque chose de maths. Et donc, notamment, la recherche de la vérité, de l'harmonie, de l'élégance, de la simplicité, etc. Donc, pour moi, après mieux réflexion, c'est cela et le mathématique dans son essence. Mais maintenant, la nature de l'activité mathématique. La nature de l'activité mathématique, en fait, c'est un ensemble de méthodes, de méthodes rigoureuses, afin d'explorer le monde tel que nous y sommes plongés. Et comme le dit le mathématicien égyptien appelé couramment Hermès, mais qu'il faut plutôt vocaliser Achemusou, et donc il présente les mathématiques comme une méthode rigoureuse d'investigation de la nature afin de connaître tout ce qui existe mais est caché. Donc, c'est Hermès qui apporte, je dirais, la définition la plus pertinente de la nature et de l'activité mathématique. Moi, ce qui me gêne, c'est le mot nature quand vous employez cette définition, parce que quand je regarde, évidemment, vous allez me dire, ça ne renvoie pas à l'Afrique noire au niveau de l'histoire, mais au niveau artistique, quand vous regardez Michel-Ange, Léonard de Vinci et autres, évidemment que le nombre d'or, ils l'ont récupéré chez les Égyptiens, mais pour eux, avant tout, les mathématiques et les autres sciences étaient des supports pour pouvoir faire leur tableau. Comme le tableau, ils avaient d'abord le nombre d'or, mais tout débouchait en un premier temps, avant tout, c'était instinctif, intuitif et spirituel. Voilà, donc en fait le professeur, c'était important, c'était dans le cadre d'une émission, donc sur 3A Télé Sud, et chose particulière, il abordait déjà l'artefact d'Ishango, vous voyez ce fameux artefact qui a fait l'objet d'une statue de 7 mètres de haut en Belgique, et c'est vrai que c'est important déjà de souligner qu'il y a eu deux os en fait qui ont été trouvés. Il n'y a pas que l'os qui est souvent présenté, il y en avait un deuxième. Mais c'est vrai que sur l'os qui a été retenu, là les équations mathématiques démontrées d'ailleurs par le professeur Jean-Paul Bellec, qui est astrophysicien originaire du Cameroun, donc a montré véritablement que nous étions là dans l'univers du calcul et de la réflexion mathématique. Voilà, vous êtes sur AIS, dans l'émission Sankofa, Écoutez, c'est une émission extraordinaire parce que le but de cette émission, c'est tout simplement nous permettre de revisiter notre patrimoine culturel, historique africain, mais à la lueur cette fois des nouvelles découvertes scientifiques. Et nous parlons véritablement des mathématiques africaines, sujet pour lequel tout le monde, dès qu'on l'aborde, nous prend tous systématiquement pour des extraterrestres en disant pratiquement mais où vous auriez déjà vu des mathématiques africaines. Et pourtant,
voyez-vous, chose extraordinaire, depuis 2002, c'est vrai que c'est peut-être un peu récent, mais depuis 2002, toute la recherche scientifique internationale atteste que l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques, tant les découvertes ont été importantes. Alors, je voulais revenir sur deux petites choses. La première, c'est que vous avez entendu Vincent Moore parler de la technique de la pierre chauffée. Et il disait que pour Blombos, c'était déjà un fait extraordinaire, moins 80 000 ans, alors qu'en Europe, cette technique de la pierre chauffée, vous savez, donc tout simplement pour réaliser donc de la pierre taillée, le biface, puisque les hommes prenaient autrefois les pierres comme outil en les taillant. Cette technique de la pierre chauffée qui permettait d'avoir une meilleure taille de la pierre, donc à partir d'une certaine température, donc c'est le début de la technologie, vous l'avez compris, il l'a trouvée à Blombos, alors qu'en Europe, cette technique remonte à moins 20 000 ans. Il faut savoir qu'elle existait déjà dans une autre région en Afrique du Sud qu'on appelle Pinnacle Point. Et là, la date est extraordinaire parce que nous sommes au-delà de 160 000 ans. Vous voyez, vous rendez compte? C'est-à-dire que cette région de Pinnacle Point nous a permis tout simplement, et là c'est les travaux du professeur Marine, qui a prouvé que c'est le berceau de la technique de la pierre de chauffe, et là nous sommes en moins 164 000 ans. Donc c'est pour vous dire que les découvertes ont montré que c'est véritablement, pratiquement dès l'apparition de l'homme moderne, vers 200 000, en Afrique, donc 200 000 de l'ère ancienne africaine, que nous avions déjà entamé ce qu'on peut qualifier comme étant la haute technologie, puisque vous allez le voir, la modernité de la préhistoire rejoint notre modernité d'aujourd'hui. Alors, maintenant il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde. Donc là, j'en reviens en fait aux mathématiciens. Les mathématiciens se disent, bon, pour comprendre comment est née la réflexion mathématique, il faut se lancer à la recherche des matériaux mathématiques et des plus anciens matériaux mathématiques. Donc le but, en fait, il faut remonter le temps au début des mathématiques, voyez, de manière à comprendre qu'est-ce qui a été à la base, qu'est-ce qui a été la source de la gestation mathématique de l'humanité. Et aujourd'hui, voyez, tout le monde atteste que c'est le Swaziland. Le Swaziland, donc cette région africaine du Swaziland, on est toujours au sud de l'Afrique, le Swaziland, dans la région de l'Ebombo, c'est là où on trouve le plus vieil objet mathématique de l'histoire de l'humanité, confirmé par beaucoup de chercheurs. Je prendrai par exemple le professeur Richard Mankiewicz, qui en a parlé dans Histoire des mathématiques, donc qui est un ouvrage qui raconte l'histoire des mathématiques. Et puis aussi récemment, vous avez des chercheurs tels que Isabella Arguesanou et Florentina Claudia Diametrescu, qui en ont parlé en disant que, oula, mais c'est au Swaziland que tout a commencé, et c'est là où on trouve le plus vieil objet mathématique de l'histoire de l'humanité. Alors, chose particulière, voyez-vous, et là j'en reviens à l'année mondiale des mathématiques orchestrée par l'UNESCO en 2000. Vous savez que quand on prend cet os de l'Ebombo, l'unité mathématique est représentée par un trait, c'est-à-dire un trait égale une unité mathématique. Donc, le système de comptage, ici, comporte 29 encouches. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce que le professeur Mankiewicz a dit donc, dans son ouvrage Histoire des mathématiques. Il dit ceci: le plus ancien témoignage de calcul numérique a été exhumé au Swaziland, en Afrique australe. Il date d'environ moins 35 000 ans et consiste en un perronnet de babouin portant 29 encouches nettement visibles. Donc, ces 29 encouches, donc, qui sont encore utilisées, c'est-à-dire il y a des peuples, notamment en Namibie, où on utilise donc des systèmes de comptage. Ce sont des systèmes de comptage en rapport avec les phases lunaires. Vous voyez, donc ce sont des systèmes de comptage des phases lunaires. Mais ce qui est important, c'est que les chercheurs ont voulu savoir, mais en quoi l'apparition des mathématiques a changé les modes de vie donc de l'humanité. Bon, maintenant on s'aperçoit que le système de notification de l'unité mathématique par des traits, voyez, c'est le système qui est encore en utilisation aujourd'hui. Quand nous parlons du code barre, nous voyons bien que ce code barre, nous avons des traits qui représentent des valeurs mathématiques. Donc vous voyez que les mathématiques ont commencé, donc il y a de moins 35 000 à moins 40 000 ans en Afrique au Swaziland avec le système de traits représentant des unités mathématiques. Eh bien encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La modernité de la préhistoire rejoint notre modernité actuelle, puisque le code barre, c'est un système de traits qui nous donne des valeurs mathématiques. Et c'est justement
ce qu'a souhaité mettre en avant le gouvernement belge pour l'année mathématique et notamment le timbre qu'ils ont réalisé. Le timbre comportait des traits tout simplement parce qu'ils voulaient évoquer donc ces objets, ces premiers objets mathématiques trouvés en Afrique où on avait l'unité mathématique sous la forme de traits, rejoignait tout simplement le système du code barre aujourd'hui. Et ça, c'est important donc de le signifier. Alors, maintenant, ce qu'il y a de particulier, véritablement, c'est que dans les années 50, un professeur belge du nom de Jean-Zin de Brocourt va trouver ce qui va alors là révolutionner définitivement l'historiographie des mathématiques. C'est l'artefact d'Ishango. Vous voyez ce fameux os d'Ishango, donc qui était un os de babouin. Alors il faut, dans notre tradition africaine, noter quelque chose d'extraordinaire. Si nous partons du principe que l'objet de l'Ebombo est un os de babouin, voyez, trouvé au Swaziland, et que l'objet qu'on va découvrir maintenant, donc en République démocratique du Congo, c'est aussi un os de babouin qui comporte 3 rangées de notifications, donc de chiffres toujours sur la base du système de traits, donc le trait représentant des unités mathématiques, mais la notion d'os de babouin est importante puisque nous allons voir tout simplement que dans la civilisation de Kémet par la suite, donc la civilisation de l'Égypte pharaonique, qui va être la divinité des mathématiques, l'inventeur des mathématiques, c'est Djéouti. Et quel est le symbole, l'animal totémique terrestre de Djéouti? C'est le babouin. Le babouin représente, je dirais, l'univers des sciences, des connaissances et des mathématiques, vous voyez, en Égypte ancienne. Et c'est ce même Djéouti que les Grecs vont appeler Thoth ou vont appeler Hermès. Donc, très souvent, même ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire africaine ont quand même entendu parler de cet Hermès, même trop souvent appelé Trémégiste. Cet Hermès, en fait, désigne une divinité africaine qui est celle des mathématiques, des sciences et de la connaissance spirituelle, Djéouti, qui est l'inventeur de l'écriture médonétière que les Grecs ont appelé hiéroglyphe. Mais je dirais c'est quelque chose d'important parce que de faire ce lien entre, je dirais, l'os qu'on a trouvé au Swaziland, celui qu'on va trouver, donc on a trouvé aussi en République démocratique du Congo, et le fait que la divinité des mathématiques en Égypte ancienne soit Djéouti et symbolisée au niveau totémique par un babouin. Alors, là, avec l'os d'Ishango, nous entrons dans, je dirais, la 6e dimension des mathématiques. Pourquoi? Parce que, et ça, Jean-Paul Bellec l'a bien montré, notamment dans un article qu'il a publié dans la revue Ankh, c'est que on a véritablement des corrélations mathématiques, on a des suites arithmétiques sur cet os. Donc personne ne peut ici prétendre que les traits ayant pour valeur des chiffres mathématiques qu'on voit sur cet os donc d'Ishango sont des traits qui ont été faits au hasard. On a affaire à un comptage précis parce qu'il y a des corrélations arithmétiques, on a affaire véritablement à des suites mathématiques que nous retrouvons sur cet os. En plus, il faut notifier que sur cet os, nous avons les nombres premiers classés dans le bon ordre. Je tiens quand même à le rappeler, les nombres premiers classés dans le bon ordre. C'est-à-dire en moins 25 000 ans, vous avez déjà les nombres premiers notifiés en Afrique classés dans le bon ordre. Et chose particulière pour cet os d'Ishango, c'est que vous avez l'attestation de l'invention des 4 opérations. C'est-à-dire l'addition, la multiplication, la division, voyez, et la soustraction. Vous avez ici, là, pour ces 4 opérations, la preuve qu'il s'agit d'un legs de l'Afrique noire à l'humanité. Les 4 opérations mathématiques sont nées en Afrique. Nous avons la date, moins 25 000 ans, nous avons le lieu, République démocratique du Congo, donc sur je dirais l'affluent méridional occidental donc du Nil, l'affluent occidental du Nil, et je dirais juste en face de l'Ouganda. C'est là que nous avons tout simplement la preuve de l'invention des mathématiques avec les 4 modes opératoires. D'ailleurs, nous allons écouter le professeur Adjamabo qui va nous parler de cela, puisqu'il a eu l'occasion de faire une interview récemment sur l'apport donc mathématique d'Ishango. Nous allons l'écouter. L'os d'Ishango a été trouvé dans cette région de la République démocratique du Congo qui est appelée Ishango et qui est au bord du lac Édouard. Le lac Édouard étant la source occidentale du Nil. Cet os est daté de 25 000 ans.
donc 25 millénaires. Et sur cet os sont gravées 3 séries de nombres. Et la série de nombres qui retient notre attention, c'est la série avec les nombres 11, 13, 17 et 19. C'est des nombres dits premiers. Premiers, en gros, c'est des nombres indivisibles. Indivisibles dans ce sens que on ne peut pas les diviser en quantité plus petite et supérieure à 1. Sur ce morceau d'os, nous voyons non seulement 4 nombres premiers, mais 2 couples de nombres premiers formant un quadruplé. N'importe quel quadruplé de nombres premiers peut être obtenu à partir de celui inscrit sur l'os du Shango. D'une certaine manière, on peut dire que ce quadruplé qui est inscrit engendre tous les quadruplés imaginables. À partir de l'os du Shango, eh bien, on pose des problèmes mathématiques qui sont à la pointe de la recherche mathématique actuelle. Est-ce que ces propriétés remarquables des nombres premiers relèvent du hasard? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que non. Et personnellement, j'ai vécu au bord de la mer. Et j'ai les souvenirs pleins d'images de pêcheurs qui partagent le butin. Et donc, quand le butin de la pêche est ramené, eh bien, les pêcheurs se partagent entre ceux qui ont contribué à la pêche. Et les habitants de cette région ont cette activité de pêche parce qu'ils habitent au bord d'un grand lac qui est la source occidentale du Nil. Donc, ils tombent nécessairement sur des quantités de poissons qui ne peuvent pas être divisées en des parties plus petites et supérieures à 1. Donc, on ne peut pas dénier à ces pêcheurs la connaissance pratique des nombres premiers. AIS Radio, 105.8 et 106.5 FM. Voilà, vous êtes dans l'émission Sankofa sur AIS Radio. Alors, nous rappelons qu'AIS Radio, c'est 105.8 et 106.5. Alors, chose particulière, cette émission Sankofa d'aujourd'hui est consacrée à l'Afrique en tant que berceau des sciences mathématiques. Et vous l'avez vu, donc le professeur Adjamabo est revenu sur justement la dimension scientifique et l'apport mathématique de l'os du Shango. Et c'est le moment d'ailleurs de rappeler une chose, c'est-à-dire que le discours historiographique des sciences donne souvent l'impression que la science, la réflexion scientifique, mathématique, c'est quelque chose de relativement élitiste. Il faut savoir que les choses ne sont pas dans le cadre des découvertes archéologiques. Ce genre de choses n'est pas corroboré. On s'aperçoit que les corporations de métiers, notamment les pêcheurs, il faut bien comprendre une chose. Les pêcheurs ont eu manifestement des contributions importantes à l'univers des mathématiques. Alors, le professeur Adjamabo a souligné le fait que très manifestement, ce seraient des pêcheurs qui auraient été à l'origine de l'apparition des nombres premiers sur cet os du Shango. Pourquoi? Parce que sur le lieu où les fouilles ont été faites, donc par le professeur Jean Zin-de-Beaucourt, dans les années 50, on a aussi découvert des harpons, et des harpons qui servaient à la pêche. Bon. Mais chose particulière, c'est que le professeur Jean Zin-de-Beaucourt avait fait souligner, depuis dans les années 60, qu'il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire dans les fouilles qui avaient été faites et les nombreux harpons qui avaient été trouvés. Parce que si on fait maintenant sur le bilan de l'analyse qui a été faite au niveau de toutes les fouilles archéologiques relatives aux harpons trouvés en Afrique, on voit que dans la région du Katanga, c'est-à-dire, je dirais, au sud-est de la République démocratique du Congo, donc cette grande région du Katanga, le long du fleuve, on retrouve déjà des harpons. Ce sont les plus anciens harpons de l'histoire de l'humanité qui remontent pratiquement à moins 100 000 ans. Donc 100 000 de l'ère ancienne africaine, moins 100 000, moins 90 000. Lorsqu'on remonte vers le nord, toujours en restant néanmoins dans le contexte géographique de la République démocratique du Congo, on trouve à nouveau donc des harpons au niveau de Blombos. Ces harpons au niveau de Blombos remontent à moins 25 000 ans. Mais chose qui est particulière, c'est que on peut suivre, après, dit le professeur Jean Zin-de-Beaucourt, le déplacement des hommes modernes, donc des Bantous, au niveau de l'Afrique, tout simplement en relevant les datations des harpons. Parce que toutes les dates qu'on va trouver après sont des dates, je dirais, plus récentes que la date d'Ishango. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va retrouver
des harpons. Bon, on va en trouver des harpons jusqu'au Mali, hein, ça c'est important de le souligner, mais toutes les dates qu'on va trouver par la suite au Mali, au Tchad et compagnie, eh ben, ce sont des dates plus récentes que celles d'Ishango. Et on s'aperçoit donc qu'aux alentours de moins 18 000, moins 15 000, moins 12 000, on a donc des harpons qu'on va retrouver utilisés pour la pêche le long des fleuves, donc sur tout le bassin, donc notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais probablement pour des raisons climatiques, un groupe d'hommes va retourner, vous voyez, au Soudan pour se greffer le long du Nil, donc le long du fleuve Nil. Et ce groupe d'hommes qui s'est greffé le long du fleuve Nil va remonter le Nil jusque dans la région de Nagada. Or, nous savons que Nagada, c'est le point de départ, c'est le berceau, je dirais, de la naissance de la civilisation de Kémet, qui est la civilisation de l'Égypte ancienne, vous voyez, cette civilisation noire de l'époque antique. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'objet du harpon, c'est-à-dire le harpon en tant qu'objet, est utilisé maintenant en mathématiques pour définir le chiffre 1. Donc, ce chiffre 1 dit wa en égyptien ancien, donc dans la langue kamite, wa désigne le chiffre 1. Mais c'est pas tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce chiffre 1, quand il est dessiné, vous voyez, sur les documents de l'époque, ah ben, on voit bien que l'homme a fait un harpon. Et pourtant, c'est le chiffre 1. Et l'homme a fait un harpon. Mais lorsque vous regardez la forme actuelle du chiffre 1, c'est-à-dire quand vous écrivez le chiffre 1, regardez bien, vous dessinez un harpon. Donc c'est pour cette raison que un bon nombre en tout cas de spécialistes ont déjà bien compris que le chiffre 1 en mathématiques que nous écrivons aujourd'hui sous la forme d'un harpon, eh ben ce chiffre 1, c'est un legs de l'Afrique noire à la civilisation universelle. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que le chiffre 1, ben non pas cette forme-là, cette forme de harpon. Vous voyez, donc c'est l'apport, je dirais, de la castre des pêcheurs aux sciences mathématiques. Maintenant, concernant autre chose, c'est-à-dire le zéro mathématique. Ce zéro mathématique, vous savez, quand on fait l'histoire du zéro mathématique dans l'histoire de l'humanité, voilà que on va vous parler du zéro chez les Indiens, du zéro chez les Arabes. On va même vous parler du zéro chez les Mayas. Bon, mais le zéro en Afrique, voyez-vous, personne n'ose ouvrir le dossier de la gestation ancienne du zéro mathématique en Afrique. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est un chercheur français, d'accord, un archéologue français, du nom d'Auguste Mariette, donc Mariette qui était égyptologue, puisqu'il a fait des fouilles en Égypte. Bon. Et cet Auguste Mariette a fait des fouilles dans le tombeau d'un individu qui était mathématicien et comptable du nom de Néferhotep. Vous voyez? Donc Néferhotep, donc c'est important de le souligner que Auguste Mariette a fait des fouilles donc de le tombeau de Auguste Mariette. Bon. Et dans ce tombeau, il va trouver des papyrus dont très précisément, et je tiens à être très précis là-dessus, le papyrus Boulak 18. Le papyrus Boulak 18, qui est un papyrus de comptabilité qui appartenait à Néferhotep. Vous voyez? Donc Néferhotep, nous sommes en moins 1750 de l'ère ancienne africaine. Donc moins 1750. Donc ça fait plus de 4000 ans que cet homme a vécu en Afrique. Et Auguste Mariette dit que ce qui l'a étonné dans le tombeau de Néferhotep, c'est le nombre, vous voyez, considérable de chiffres qu'on trouvait dans ce papyrus Boulak 18. Donc ça, c'est important de le souligner. Et il dit, c'est en effet un livre où sont enregistrés les comptes de diverses fournitures faites pour la maison d'une reine et de quelques autres personnes de la famille royale. Bon, et qu'est-ce qu'il constate dans ce papyrus? Il constate que lorsqu'il faut notifier le zéro, alors que la première démarche mathématique avait été de laisser un espace vide, comme l'avait notifié par exemple le professeur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop avait dit « Ah, mais pour notifier le zéro, on a l'impression qu'ils en avaient déjà l'intuition, les Africains anciens, puisqu'ils laissent un espace vide. » Sauf que vous avez donc Auguste Mariette qui va apporter un élément probant et qui va faire dire à Sir Alan Gardiner, qui va se charger notamment de la traduction de ce papyrus en anglais, eh ben, qui va l'amener à comprendre finalement que, après avoir laissé un espace vide pour notifier le zéro, les Africains anciens de la période pharaonique ont comblé cet espace avec une graphie, et cette graphie c'est Néphérou.
Cette graphie, donc, c'est donc Néphérou. Le Néphérou, qui est une graphie, le cœur surmonté de la croix. Cette graphie Néphérou, qui désigne tout simplement le zéro mathématique. Alors, je vous renvoie à un article fait par le mathématicien Fougain, Jean-Paul Fougain, qui a fait un article dans la revue Ankh et qui est revenu, justement, sur cette notification du zéro sur ce papyrus Boulak 18. Donc, vous comprenez bien que, aujourd'hui, aborder l'histoire des mathématiques sans parler du zéro mathématique qui figurait déjà sur le papyrus Boulak 18, c'est faire preuve d'une légèreté scientifique. Vous voyez, c'est même risqué de se faire atomiser. C'est-à-dire que très clairement, si je suis dans la salle, c'est clair qu'il va y avoir un règlement de compte, parce que je pense qu'il faut arrêter de faire de l'histoire scientifique à la petite semaine et qu'il faut être un petit peu sérieux, d'accord? Parce que c'est un français, le document se trouve au Collège de France, la traduction a été faite en allemand et en anglais, et que aujourd'hui les départements d'études africaines aux États-Unis, en Angleterre ou au Canada connaissent ce document et le mentionnent. D'accord? Donc on ne commence plus l'histoire des mathématiques en disant que c'est en Inde que... Non, la chose a commencé en Afrique. Bon, d'autant plus que dans les constructions, et là c'est le professeur Dieter Arnold, qui est un archéologue et égyptologue, qui spécifie que dans les constructions que faisaient les Africains, le niveau du sol, par exemple, représentait la ligne 0. Tout ce qui était fait au-dessus du niveau du sol était évalué par rapport à des unités de mesure, et c'était des unités de mesure notifiées par la mention notamment au-dessus de 0, et tout ce qui était fait en dessous, c'était notifié par en dessous de 0. Vous voyez? Donc il est lui-même relativement clair, parce qu'il dit que la ligne 0 se divisait Mtep et Néphérou. Vous voyez, la ligne au-dessus de 0, c'était Her Néphérou, et la ligne en dessous de 0, c'est Met Her Néphérou. Donc on voit qu'il y a un lexique précis et je dirais, preuve supplémentaire de l'utilisation du mot Néphérou pour désigner le terme zéro mathématique. Donc ça, c'est important de le mentionner. Et enfin, n'oublions pas le nilomètre du Nil, ce nilomètre qui permettait de prévoir la hauteur de la crue du Nil. Donc il était à Assouan, ce qui permettait aux gens du Nord, donc installés par exemple à Mennefer, à Iounu, donc à Héliopolis, de connaître le niveau de la montée des eaux par rapport au niveau de la montée des eaux dans le sud du pays. Donc on voit qu'aujourd'hui, nous avons des matériaux qui nous permettent donc d'attester que l'histoire des mathématiques ne peut pas s'écrire sans l'Afrique noire, c'est-à-dire qu'il faut être un peu sérieux. Quand on fait l'histoire des sciences, tous les peuples de l'humanité ont contribué à la Alors, il faut savoir que c'est une bande-son qui nous a été proposée donc par Diolo donc de l'Institut d'Histoire à Nijar. Et en fait, les textes sont tout simplement nos textes des hymnes d'Égypte ancienne que nous avons mis en musique. Et Diolo est un génie, voilà, il faut le dire, parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Alors, justement pour revenir à cela, donc vous voyez que lorsque les documentaires sont faits, et je pense à un documentaire en particulier qui est l'aventure du chiffre 1, ce fameux documentaire qui est aujourd'hui perçu comme un matériau pédagogique, puisque c'est Nick Murphy qui l'a réalisé, et il est présenté par Terry Jones. Et depuis 2005, effectivement, c'est un documentaire qui passe partout en Europe pour raconter l'aventure du chiffre 1. Alors, cette aventure du chiffre 1, voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire. L'histoire commence en Afrique, parce qu'effectivement, avec l'artefact d'Ishango, on voit bien que l'unité mathématique, donc sous la forme du trait, c'est le début des calculs, c'est le début de l'histoire, c'est le début vraiment de l'histoire des mathématiques. La chose, c'est que le système de comptage par trait n'a pas commencé à
à Ishango, mais il a commencé à Lebombo, c'est-à-dire au Swaziland. Et le Swaziland, c'est pas moins 25 000, c'est pratiquement moins 40 000. Donc, il aurait fallu que Nick Murphy, donc qui a produit ce documentaire, se renseigne de manière à avoir la bonne date pour le début de l'histoire des mathématiques. Ça, c'est important. Deuxièmement, la forme du chiffre 1, il aurait dû se renseigner sur les travaux de Jean Anzin de Beaucourt et sur aussi la presse scientifique américaine qui avait déjà souligné donc ce lien entre la forme du chiffre 1 et la notification du chiffre 1 en Égypte ancienne sous la forme de Wa, donc Wa égale le chiffre 1, et c'était déjà le harpon, c'est-à-dire exactement la même forme que le chiffre 1 d'aujourd'hui, vous voyez, sous la forme de harpon. Et puis, il faut pas oublier que dans les textes religieux de l'Afrique ancienne, c'est-à-dire les textes sacrés africains, donc les textes bibliques africains, le Dieu unique se disait Netcher Wa, Netcher, Dieu Wa unique. Donc on appelait Dieu même Wa, c'est ce qui veut dire l'unique. Vous voyez, donc dans les textes des pyramides, on voit que la notification Wa désigne Dieu en tant qu'être unique. Bon, au-delà, vous savez que certains veulent essayer de discuter sur le polythéisme africain. Je pense que il faut quand même être un peu sérieux. Le symbole par excellence de la divinité a toujours été le soleil, on le voit, notamment dans l'écriture hiéroglyphique, et il n'y a qu'un seul soleil dans le ciel. Donc quand quelqu'un vous dit que Dieu, pour nous, c'est le soleil, vous pouvez quand même en déduire, sans avoir fait maths sup, que pour lui, Dieu est unique, puisque vous ne voyez qu'un seul soleil dans le ciel, à moins d'avoir bu et de ne plus être dans la pleine jouissance de ses capacités intellectuelles. Alors, chose particulière, c'est que nous rentrons là dans un univers un peu particulier, c'est que voilà que récemment, donc vous voyez que l'actualité des sciences, c'est une actualité en mouvement, c'est quelque chose qui bouge, voilà que un certain nombre de chercheurs balancent un nouveau pavé dans la mare et disent que, attention mes chers amis, le code binaire informatique, c'est-à-dire le fameux code binaire des 0 et des 1, avec la logique de calcul qui sous-tend le fonctionnement d'un ordinateur aujourd'hui, tout ça vient du continent africain. Et là, les gens, même quand je leur en parle, ils disent, mais non, mais là, Omotunde, soyons quand même un peu sérieux. Comment peux-tu dire que le code binaire informatique vient du continent africain? Eh bien, écoutez, nous allons laisser, par exemple, parler Jacques Attali qui a été sur TF1 il n'y a pas très longtemps et qui a parlé des travaux de Ron Eglash, donc un professeur américain, et qui a expliqué qu'en fait, que le fameux système de logique informatique venait du continent africain. Alors, il y a de nombreuses allusions dans votre livre aux travaux de Mandelbrot sur les fractales. Alors, il est professeur de mathématiques et il est professeur d'un domaine très particulier qui sont les fractales, que j'explique de façon très simple dans le roman, mais qui sont une façon de décrire l'évolution de la nature, puisque les fractales, c'est par exemple une feuille de fougère ou un flocon de neige, c'est une fractale, mais lui a découvert que les fractales, c'est aussi une façon de prévoir l'avenir dans les civilisations anciennes africaines, en Afrique, et que les formes des villages en Afrique, ça c'est vrai, tout ça est vrai. C'est très étonnant, absolument. Un très grand nombre de villages africains sont structurés comme des fractales et que les Africains ont inventé l'ordinateur numérique bien avant que... Le code Bamana, qui date du Xe siècle, en Mauritanie, préfigure l'ordinateur. Et eux ont inventé une façon de prévoir l'avenir qui est exactement ce qu'on appelle le code binaire ou le code booléen en mathématiques modernes, qui a donné l'ordinateur numérique d'aujourd'hui. Et en fait, on sait très bien comment c'est passé, parce que c'est passé de l'Afrique de l'Ouest au Xe siècle par les marchands arabes jusqu'à Cordoue, puis de Cordoue jusqu'en Hollande, et c'est là que Leibniz puis d'autres ont inventé le calcul numérique. C'est passionnant. Invitez Jacques Attali chez vous, c'est quelqu'un de compagnie excellente. Non, c'est bien. 105.8 et 106.5 AIS Radio, l'original. Eh oui, vous êtes sur AIS Radio dans l'émission Sankofa avec Omotunde et nous parlons des mathématiques africaines. Vous voyez, je dirais un sujet tellement riche que 2 heures, ben voilà, c'est même un peu court pour en parler. Alors, chose importante, parce que là, il faut quand même souligner que Jacques Attali a introduit une nouvelle dimension des mathématiques qui sont les mathématiques fractales. Mathématiques fractales que le professeur Ron Eglash, donc qui est professeur de sciences technologiques à New York, avait justement mis en avant dans le cadre d'une intervention en faisant remarquer que
Mandelbrot, vous voyez, qui découvre cet univers des mathématiques, donc des formes dans la nature qui sont identiques, peu importe l'échelle. Donc, au niveau du regard, que ce soit dans le macrocosme ou dans le microcosme, on voit la même forme, c'est-à-dire la forme reste identique. C'est dans les années 70 que le professeur Mandelbrot va découvrir cet univers des mathématiques. Sauf que l'analyse maintenant de la culture africaine, vous voyez, montre que la pensée, la culture africaine, la réflexion africaine est fractale, c'est-à-dire qu'elle appartient au domaine des mathématiques fractales. Et on peut même aller jusqu'au constat de Hornung, qui est un gynécologue, qui dit que si il a été possible à des générations et des générations de rois à l'époque pharaonique de participer donc à la construction de monuments, de temples à l'intérieur d'une même enceinte, c'est parce que l'Égypte pharaonique possédait déjà en elle la réflexion mathématique diffractale. Et je pense qu'il a raison. Parce que quand on voit le temple de Karnak et qu'on vous présente la liste des rois qui ont construit des monuments à Karnak, si vous n'avez pas déjà une pensée fractale au niveau des mathématiques, comment pouvez-vous justifier donc les constructions successives de monuments sans que ces monuments nouveaux génèrent une déformation de la structure, même au niveau donc de l'agencement à l'intérieur même de l'espace rituel de Karnak. Donc ça, il faut quand même le souligner. Maintenant, le professeur Rohan-Eglache dit que la géométrie fractale a émergé comme l'une des passerelles les plus puissantes dans la fusion entre les mathématiques et les technologies de l'information. Donc les fractales peuvent être identifiées dans la plupart des créations graphiques issues de l'infographie et ont permis d'inaugurer une nouvelle ère dans les domaines de la modélisation en biologie, en géologie et dans les autres, notamment sciences naturelles. Alors que la géométrie fractale nous ouvre les portes des confins de la science de haute technologie, ces modèles sont étonnamment présents dans les conceptions traditionnelles africaines et ces concepts de base sont fondamentaux pour initier les systèmes originaux d'accès à la connaissance dans la culture africaine. Donc on voit que maintenant les chercheurs découvrent que, mais bon sang, cet univers mathématique est la clé qui permet de comprendre maintenant la réalité de la pensée africaine dans son art, dans son architecture, dans sa musique, dans sa façon de parler. Parce que la notion de fractal est, par exemple, perçue dans certains univers scientifiques, notamment qui touchent à l'énergie et l'électricité, comme un système d'itération. L'itération, c'est le fait tout simplement de répéter la même forme, voyez, et le fait de répéter la même forme va générer un champ électromagnétique. On s'aperçoit que lorsqu'on regarde, par exemple, un tissu africain, ce tissu africain répète donc la même forme. Ce qui est très surprenant parce qu'on voit des peuples, par exemple, ils vont faire une grande fleur, une grande étoile. Non, dans la tradition africaine, on va faire la même fleur, voire à différentes échelles, mais on va répéter une structure de fleur plusieurs fois sur un espace particulier de tissu. Et lorsqu'on prend le temps maintenant d'analyser, donc sur des éléments conducteurs d'énergie, les constitutions au niveau des motifs, c'est-à-dire les motifs constitutifs de ces formes-là, on s'aperçoit que ces motifs génèrent des champs électromagnétiques. Et c'est pour cette raison que le téléphone portable avant, qui avait une antenne, tout le monde sait qu'au début, tous les téléphones portables avaient une antenne. Maintenant, l'antenne a été supprimée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des téléphones, on a mis tout simplement sur une plaque en métal ces formes de motifs qu'on retrouve dans la tradition culturelle africaine et tout simplement ces motifs-là qui sont répétés génèrent un champ électromagnétique qui remplace l'antenne. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette culture africaine qui touche véritablement aux confins des mathématiques. Même lorsque on voit par exemple nos jeunes qui arborent des coiffures tressées. Donc ces fameuses coiffures africaines. Tous les chercheurs de la planète ont déjà constaté, je pense à un professeur allemand, qui faisait constater que voilà un peuple qui fait des structures algorithmiques lorsqu'ils se coiffent. C'est-à-dire que nos enfants font des mathématiques lorsqu'ils se coiffent et qui font les coiffures africaines. Ils font des spirales parfaites, des triangles parfaits, des carrés parfaits. Mais la chose, c'est que il ne faut pas que le monde noir, c'est-à-dire il ne faudrait pas que nous soyons les plus mal placés pour parler de la dimension réelle de notre culture. Parce que nous voyons les choses avec un œil un peu réducteur, nous voyons bien que nous faisons des formes géométriques extraordinaires dans nos têtes,
des fois, très souvent, c'est même le jeune qui te dit, je me suis fait cette coiffure seule, mais vous avez des symétries parfaites. Vous avez des formes géométriques parfaites. Vous avez des spirales parfaites. Vous avez des itérations parfaites. Donc c'est important de voir que tous les peuples de la planète ont déjà compris que c'est une attestation supplémentaire que cette culture africaine, cette culture du monde noir, est le placenta intellectuel qui a donné naissance aux sciences dites mathématiques. Et on le voit lorsque encore Jacques Attali aborde la problématique du code binaire. Le code binaire en passant par les systèmes de géomancie, notamment le code Bamana, mais en examinant de près. Et c'est ça que nous allons voir aussi dans le cadre du symposium sur les mathématiques africaines. Parce qu'il est important de voir que, en fait, depuis la période de l'Afrique pharaonique, nous retrouvons sur les papyrus mathématiques, je pense au papyrus de Yamessou, dit papyrus de Rhin aujourd'hui, donc c'est un papyrus qui date aux alentours de moins 1700, vous voyez, donc moins 1700, 1700 de l'ère ancienne africaine, et on voit déjà donc des éléments mathématiques qui, utilisant la base 2, la base de corrélée en fait au chiffre, permet de dégager un code binaire en 0 et en 1. Et ça, personne ne peut le contester. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'informatique, qu'ils puissent apprécier comment, en fait, nous avons déjà la naissance du code binaire avant même la réalisation physique de l'ordinateur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que l'Afrique nous ouvre un champ de réflexion qui dépasse l'entendement. Vous imaginez que le code binaire, donc le champ de réflexion qui a permis de matérialiser, de conceptualiser donc ce code binaire informatique, c'est-à-dire ces fameux 0 et 1 qui sont à la base de toute la technologie d'aujourd'hui, ce champ de réflexion scientifique a existé en Afrique avant l'apparition physique de l'ordinateur. Et il faut savoir que des phénomènes expliquent ça. Il y a un noir, un Africain qui a été déporté à l'époque de l'esclavage qui s'appelle Thomas Fuller. Thomas Fuller, donc, qui a vécu au XVIIIe siècle. Et ce Thomas Fuller est, jusqu'à aujourd'hui, dans la liste des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Alors, posez-vous la question, posez-vous deux questions. La première, c'est pourquoi un Africain déporté, mis en esclavage, qui apparaît dans tous les ouvrages sur les plus grands savants de l'histoire de l'humanité, au niveau de la perception donc des prouesses mathématiques, pourquoi, lorsque nous parlons de l'esclavage, nous n'abordons pas avec nos enfants l'histoire de ce mathématicien. Pourtant, quand vous prenez l'encyclopédie Larousse, l'encyclopédie universaliste, toutes ces encyclopédies, vous voyez bien que son nom figure au rang des plus grands savants de l'histoire de l'humanité. Donc c'est quoi cette façon que nous avons toujours de faire une histoire misérabiliste, réductrice, négative même, dans certains cas, alors qu'il y a des éléments probants qui ne sont jamais portés à la connaissance des enfants. Je veux pour preuve les déclarations faites par exemple par Schellcher. Schellcher a fait des déclarations mais détonnantes à propos du génie africain et du fait que les Africains ont inventé l'écriture, et il parle même d'alphabet syllabique, et inventé l'architecture, inventé les mathématiques. Pourquoi cette intervention-là de Victor Schellcher à l'Assemblée? Personne, nos jeunes ne la connaissent pas. On connaît beaucoup de choses sur Victor Schellcher, mais ce qu'il a dit ce jour-là, pourquoi c'est pas porté à la connaissance des jeunes générations? Je ne sais pas. Nous avons eu en Guadeloupe un immense mathématicien, un savant extraordinaire, le professeur Raoul Georges Nicolo, qui a mis au point notamment le nucléaire civil pour les Français, ce nucléaire civil qui est utilisé partout à travers le monde, et partout où on utilise des centrales nucléaires, on est obligé tout simplement de fonctionner sur les travaux du professeur Raoul Georges Nicolo, qui a été breveté. Il a un brevet d'invention au CEA, Commissariat de l'énergie atomique. La chose, c'est pour quelle raison vous voyez que la photo de cet homme, par exemple, n'est pas dans les salles de classe, alors que c'est le plus grand mathématicien, le plus grand savant de la Guadeloupe. Ce qui est extraordinaire. Et vous avez le même phénomène en Martinique, où le plus grand savant de la Martinique s'appelle Eugène Bassière. Personne ne connaît, aller dans les rues de Fort-de-France, demander est-ce que vous connaissez Eugène Bassière? Personne ne connaît Eugène Bassière. Mais si c'était un gars qui vendait de la drogue à Fort-de-France, à la Savane, tout le monde le connaîtrait. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire que l'élément négatif prend le pas sur la raison. On peut pas faire comme ça. Vous voyez, il faut être quand même un peu sérieux. Donc, on voit que ce Thomas Fuller, donc qui n'est pas resté longtemps en esclavage, vous comprenez, puisque tout simplement il est devenu une attraction, parce qu'on ne comprenait pas comment quelqu'un qui n'a jamais été
donc jamais été à l'école en Occident, qui n'a jamais été à l'école aux États-Unis ni en Europe, comment quelqu'un qui n'a pas été à l'école en Occident maîtrise à ce point les mathématiques? Donc c'est qu'il existe en Afrique des systèmes de mathématiques puissants. Et c'est là que les chercheurs vont commencer à orienter leurs recherches. Alors, l'affaire, c'est que qu'est-ce qui fait que la réflexion mathématique africaine l'a emporté dans le domaine des sciences de l'informatique? Eh bien, voyez-vous, ce que tout le monde oublie, c'est que l'Occident a hérité d'un système mathématique qui est dit venant des Arabes, alors que ce système n'a même pas été mis au point par les Arabes, puisqu'ils l'ont pris en Inde et en Égypte. Voyez? Bon. Mais toujours est-il que il faut savoir que quand les Arabes vont arriver dans la péninsule ibérique, dans le sud de la France, au 8e siècle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est que vous avez un système qui est le système romain. C'est-à-dire que c'est le système romain qui est le système des mathématiques de la Rome antique qui est en vigueur. Et ce qu'on va faire les Arabes, donc dès 800, eh ben, ils vont commencer tout simplement à infiltrer en Europe cette nouvelle façon de faire les mathématiques. Et les Européens vont voir que finalement, cette méthode-là, elle est beaucoup plus pratique, beaucoup plus pertinente que les chiffres romains. Donc ils vont balayer les chiffres romains, donc ils vont faire table rase pour adopter les systèmes que vont leur apporter les Arabes. Donc vous voyez que le système mathématique que vous utilisez aujourd'hui n'a rien à voir avec l'Occident. Ça, il faut le savoir. Hein. Quand vous faites une addition, une soustraction, une multiplication, une division, ça ne vient pas du fruit de la gestation, de la quête intellectuelle des Occidentaux. Ça, il faut le savoir. Il n'y a aucune multiplication, comme on fait aujourd'hui, qui a été inventée par quelque Européen que ce soit. Bon. Donc, la chose, c'est que, voilà que ces Arabes vont apporter aussi le chiffre 0. Vous voyez, il faut le savoir, puisque tout ça va arriver donc avec cet apport arabe. Hein, c'est l'Arabie, c'est-à-dire le monde arabe et le monde africain, puisque ils vont rafler aussi des gens en Afrique, puisque les Arabes vont d'abord pénétrer l'Afrique, le monde berbère, et après on franchit le détroit pour le Gibraltar pour remonter vers l'Espagne, et ils vont ouvrir des universités. Vous comprenez bien que des termes comme baccalauréat, c'est pas occidental, ça vient du monde arabe. Il y a eu une thèse qui a été faite en Angleterre sur cette question pour montrer l'origine donc arabe de beaucoup de mots ayant attrait au fonctionnement universitaire. Bon. Et il y avait des grandes universités aussi en Afrique. Il ne faut pas oublier l'université de Tombouctou, qui étaient des universités, vous voyez, qui attiraient les plus grands savants du monde de l'époque. Hein, il y avait l'université du Caire. Il y avait ces universités, donc vous voyez, ces universités où le savoir, hein, les textes des Grecs, les textes de l'Égypte ancienne, c'est là où étaient étudiés ces textes-là. Et tout cela va être transposé au niveau de l'Espagne, notamment à Tolède, et c'est là que les Européens, à ce moment, vont découvrir tout ça. Donc c'est une découverte relativement tardive. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les intellectuels, les scientifiques de la planète, qui doivent maintenant concevoir la technologie, vont se rendre compte que si un ordinateur fait des calculs, il y a une logique de calcul pour l'addition, mais qui n'a rien à voir avec la logique de calcul pour la soustraction, qui n'a rien à voir avec la logique de calcul pour la multiplication, et qui n'a encore rien à voir avec la logique de calcul pour la division. Et après, il faudra concevoir des passerelles entre les systèmes. Vous voyez, ce qui est très problématique. Eh ben, tout simplement, la tradition africaine dans le domaine des mathématiques va donner une solution. C'est-à-dire que l'Afrique a inventé une méthode qui permet de faire les 4 opérations en faisant une addition. Alors là, c'est au-delà du réel. Je tiens quand même à dire que ça dépasse l'entendement. C'est fracassant, mais effectivement, il est possible de faire les 4 opérations en passant par une addition. Et c'est ce que nous voulons vous montrer dans le cadre du symposium sur les mathématiques africaines que nous faisons ce samedi 16 de 9h à 17h30 à Gourbert, au centre de vacances du CGOSH, à la marina de Rivière-Sens. Et je vous rappelle notre numéro de téléphone, donc de l'Institut Anija, c'est le 06 90 690 646. 06 90 690 646. C'est véritablement à ce moment, je dirais, en venant participer à ce symposium, nous avons prévu un pacte
un pack pédagogique qui vous est proposé à 20 €, dans lequel il y a notre magazine scientifique, il y a des éléments. Nous vous avons préparé un document sur les mathématiciens africains de l'Antiquité. Il faut parler des mathématiciens africains de l'Antiquité aux enfants, de la même façon qu'on leur parle des mathématiciens du monde grec, les mathématiciens du monde arabe ou des mathématiciens du monde asiatique. Nous ne sommes pas des orphelins en termes de mathématiques. Nous avons 3 pyramides en Afrique qui ont été construites par de brillants mathématiciens. Donc il est temps de parler aux enfants des mathématiciens, donc des brillants mathématiciens de l'histoire de l'humanité, et notamment de l'histoire africaine, parce que ces mathématiciens-là, c'est eux qui ont formé les Grecs. Il ne faut pas l'oublier. Alors, voilà que sur un certain nombre de documents, donc de papyrus de mathématiques, on découvre déjà que l'Afrique ancienne a mis au point un système de mathématiques qui génère toutes les opérations par une seule, qui est l'addition. Et ce que je souhaite vous montrer, c'est un documentaire de la BBC où les chercheurs anglais ont été en Afrique. Ils ont été en Afrique. Ils ont pris la direction de l'Éthiopie, ils ont pris la direction du Soudan, et dans le cadre donc de leur objet de recherche, ils ont été sur des marchés. Et sur les marchés, ils ont analysé, donc avec leur caméra, le système de comptage que les gens utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont fait le lien avec ce qui se passe à Londres, dans les caisses enregistreuses, ou quand on utilise des cartes bleues, ou quand on utilise, peu importe, les tablettes tactiles, enfin tous les moyens de technologie que nous avons aujourd'hui. Et la spécialiste de la BBC dit, mais vous voyez, c'est ce système africain que vous voyez là, qui est à la base de la technologie moderne occidentale. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Occidentaux ne savent même pas que c'est de là que ça vient. Les Occidentaux ne savent même pas que quand ils parlent de télévision numérique, de tablettes tactiles, de satellites qu'on envoie dans l'espace, ils ne savent pas que c'est là, c'est d'Afrique noire que ça vient. Et quand la dame va, je dirais, prendre le relais, la scientifique, et qu'on va lui poser la question, mais pourquoi c'est l'Afrique noire qui a apporté la solution à la codification donc des systèmes informatiques sous le modèle de l'algorithme de 0 et de 1? Elle va dire tout simplement parce que c'est le seul système qui simplifie toutes les opérations en une seule, c'est-à-dire qui simplifie les opérations par l'addition. Voilà l'enjeu. Donc tout ça pour dire que lorsque nous disons de telles choses, vous comprenez que nous avons des matériaux qui sont des éléments papier, c'est-à-dire des rapports de recherche scientifique, des articles de presse, donc de magazines scientifiques, que ce soit des magazines grand public ou des magazines d'ordre purement réservés aux spécialistes, où vous avez des interviews de spécialistes qui ont fait des interventions, qui ont expliqué le fruit de leurs travaux, comme le professeur Chrysomalis, qui est un professeur canadien, qui a expliqué que le modèle alphanumérique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le modèle mathématique alphanumérique des Grecs et le modèle mathématique alphanumérique des Romains, venait du modèle alphanumérique de l'Égypte ancienne, qu'on retrouve sur les papyrus mathématiques écrits en démotique ou en hiératique. Et là-dessus, quand il fait la démonstration, on voit bien qu'il a raison. Le professeur Chrysomalis a parfaitement raison. C'est en voyant un des systèmes, parce que l'Afrique a développé énormément de systèmes mathématiques. Même civilisation, vous voyez, un empire africain peut avoir plusieurs systèmes de mathématiques. Et je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus. Vous vous rendez compte que vous partez en Occident, vous avez une seule façon de faire une multiplication. Lorsque vous êtes dans un empire africain, vous avez autant de façons de faire une multiplication qu'il y a de peuples. Au lieu de parler tout le temps des mêmes histoires dormir debout, il faut savoir que premièrement, dans la culture africaine, c'est la diversité qui fonde l'unité. L'unité repose sur la diversité parce que l'univers, c'est l'unité de ce qui est divers. C'est le modèle de fonctionnement de la perception africaine. L'univers étant l'unité de ce qui est divers, l'unité ne peut se construire que sur la diversité. Toute forme de thèse visant à créer l'unité sur la base d'une monopensée équivaut à faire preuve de cécité mentale pour la pensée africaine. Voilà le fondement. Maintenant, la chose qu'il faut quand même souligner à ce niveau-là, c'est que cette possibilité de diversité mathématique offre aujourd'hui aux enfants une approche ludique des mathématiques.
Et c'est précisément ce que je fais dans les établissements scolaires depuis près de 6 ans maintenant. J'interviens dans les établissements scolaires partout, que ce soit dans l'Hexagone, dans le sud de la France ou en région parisienne, à Mayotte, que ce soit en Guyane où justement on projette d'y aller, en Afrique aussi, en Martinique, en Guadeloupe, vous voyez, en Afrique, notamment au Cameroun. Donc la chose, c'est-à-dire que montrer comment ces mathématiques offrent des perspectives d'utilisation pédagogique et ludique, aussi bien pour les classes les collèges que les lycées. Parce que, comme je dirais, les systèmes sont plus ou moins complexes, il y a des systèmes qui sont très bien adaptés pour les collèges et il y a des systèmes qui sont très bien adaptés pour les lycées. Donc même moi je fais par exemple des interventions avec des classes S. Même pour les classes S, il y a justement, c'est l'occasion de rentrer dans certaines formes de complexité parce que là nous sommes dans un terrain d'individus qui s'apprêtent justement à s'adonner aux sciences et à la réflexion scientifique. Donc c'est important, plutôt que de former et d'enfermer donc les jeunes générations dans un monosystème, de leur montrer cette diversité des systèmes. Alors, c'est là où vous avez toujours les grands débats, où on parle de diversité, mais c'est une supercherie, ce discours de la diversité. Parce que ce discours de la diversité n'est pas dans les manuels scolaires. On ne parle pas de la diversité de la pensée scientifique, de la pensée technologique, de la pensée mathématique, de la pensée physique, de la pensée philosophique. Il n'y a pas de diversité. Alors que cette diversité, elle existe réellement, avec les matériaux scientifiques, avec des matériaux émanant de fouilles archéologiques, alors que cette diversité, elle existe, elle n'est pas enseignée. Et ça fait, tout simplement, ça crée une humanité qui ne se comprend pas. Et c'est véritablement l'approche philosophique de l'UNESCO qui dit que si on ne crée pas la possibilité de découvrir les apports de chaque peuple à la modernité, on va finir par croire que certains peuples ont eu une incidence plus importante que les autres sur cette modernité. Et c'est ça qui se passe avec l'Europe. L'Europe n'a pas inventé d'écriture, l'Europe n'a pas inventé mathématiques, n'a pas inventé l'astronomie, n'a pas inventé le calendrier. Vous voyez, n'a pas inventé tout ça, mais elle donne l'impression d'être à l'origine de tout ça, alors que non. Quand on commence à s'intéresser à la recherche historiographique et au berceau des sciences, on voit que les Grecs ont récupéré les sciences d'autres civilisations, et très souvent ils disent l'Égypte ancienne en premier et Babylone, mais Babylone, qui étaient les mathématiciens de Babylone? Tout le monde sait que les mathématiciens de Babylone, c'était des Égyptiens de l'aveu de Diodore de Sicile. Donc tout ça pour dire que il faut clarifier les choses, il faut montrer aux enfants la beauté scientifique de notre patrimoine, il faut arrêter de ruminer des idées négatives vis-à-vis de ce patrimoine, il faut rentrer dans une nouvelle forme de réflexion, et c'est pour cette raison qu'on vous invite, vous voyez, au symposium sur les mathématiques africaines que nous organisons ce samedi 16 de 9h à 17h à Gourbert, au centre de vacances du CGOSH, à la Marina de Rivière-Science, donc dans la salle polyvalente. Et je vous dis que prenons le temps ensemble de voir différemment notre patrimoine culturel, notre patrimoine scientifique, et prenons aussi le temps de savourer cette émission Sankofa sur AIS. C'était la première, et j'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons passé ensemble. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, et on aura l'occasion de rediffuser cette émission. C'est bien AIS Radio, 105.8 et 106.5 FM.